Bonjour, j'ai réalisé cette vidéo spécialement à l'attention des étudiants qui ont proposé ma candidature au prix pédagogique 2015 de l'Université de Bourgogne. Je tiens vraiment à vous remercier parce que j'ai été très touché par cette démarche, mais surtout parce qu'elle apporte une caution aux méthodes pédagogiques que j'utilise depuis plusieurs années à l'Université de Bourgogne, mais surtout aux principes pédagogiques sous-jacents. Et ces principes, je les considère comme très importants. Ces principes sont les suivants. Premièrement, ne pas surcharger les programmes. L'idée, c'est de privilégier la qualité de l'enseignement plutôt que la quantité de notions et de concepts à transmettre, de manière à faire en sorte que le public visé puisse raisonnablement assimiler les contenus pendant la durée des enseignements. Le deuxième principe consiste à donner à chaque apprenant une information détaillée sur ce qu'il doit savoir faire avant de commencer à suivre une session d'enseignement, c'est-à-dire ce qu'on appelle les prérequis. Le troisième principe consiste à donner à chaque apprenant une information détaillée sur ce qu'il doit savoir faire après avoir suivi une session d'enseignement, c'est-à-dire quelles sont les compétences qui vont être transmises et qui seront évaluées à l'issue de la session d'enseignement. Je pense que ces compétences doivent être introduites dès le début des enseignements, sous forme de vulgarisation, et puis qu'elles doivent être ensuite détaillées, raffinées, au fur et à mesure du déroulement des enseignements. Vous avez remarqué que j'utilise le mot « apprenant » plutôt que « étudiant ». C'est parce que ce mot est plus général. Il couvre les écoliers, les collégiens, les lycéens, les stagiaires, les apprentis, bien sûr les étudiants, et d'une manière plus générale, toutes les personnes qui suivent un enseignement. Or, je pense que les principes que je suis en train d'énoncer s'appliquent à tout niveau, et pas seulement à l'université. Le quatrième principe est celui qui est à mes yeux de très loin le plus important, c'est de permettre à chaque apprenant de progresser à son rythme au mieux de ses capacités. Je rêve d'un système éducatif qui mettrait ce principe en application, ce serait énorme. Le cinquième principe consiste à mettre en place une évaluation formative, c'est-à-dire une évaluation régulière des différentes compétences couvertes par le programme d'enseignement, avec droit à l'erreur, parce que l'erreur est un levier d'apprentissage, et parce que je pense qu'un étudiant qui commet des erreurs lors des premières évaluations d'une compétence ne devrait pas être pénalisé pour ses erreurs si par la suite il a progressé. Le principe numéro 6 consiste à faire une évaluation sommative qui couvre toutes les compétences enseignées et seulement ces compétences. Je pense qu'un examen devrait permettre de déterminer si chacun des apprenants évalués maîtrise ou pas chacune des compétences enseignées. Le principe numéro 7 concerne également les évaluations sommatives. Je pense que la rapidité d'exécution ne devrait pas être critique lors d'un examen, sauf
si les compétences évaluées ont été présentées dès le départ comme étant des compétences pour lesquelles la vitesse, la rapidité d'exécution est critique. Et dans ce cas, cela suppose que, au cours des enseignements et des évaluations formatives, eh bien, il y a eu des entraînements chronométrés. Mais si ça n'est pas le cas, alors je pense que dans un sujet d'examen, lors d'un examen en tout cas, les apprenants qui maîtrisent une compétence devraient avoir très largement, très confortablement le temps de traiter correctement les exercices qui couvrent cette compétence, alors qu'évidemment, les apprenants qui ne la maîtrisent pas ne devraient tout simplement pas être en mesure de réussir ces exercices, quel que soit le temps imparti. Alors bien évidemment, ces principes, qui pour moi sont des idéaux, qui indiquent une direction dans laquelle aller pour tenter d'améliorer la qualité des enseignements, ne sont pas toujours applicables pour différentes raisons, parfois administratives, mais souvent pour des raisons matérielles. Par exemple, les notes chiffrées qui doivent être rendues à l'issue d'un examen et même de sessions de contrôle continu ne sont pas vraiment propices à déterminer précisément quelles sont les compétences acquises et les compétences qui ne sont pas acquises par les différents apprenants qui ont été évalués. Autre exemple, le principe numéro 4, qui consiste à permettre à chaque apprenant de progresser à son rythme, au mieux de ses possibilités, suppose de faire un enseignement en petits groupes, ce qui n'est pas toujours possible. Et puis, le principe numéro 5, qui concerne les évaluations formatives, suppose de faire des contrôles continus réguliers, et cela n'est possible que si il y a un nombre d'heures d'enseignement suffisant, ce qui n'est pas toujours le cas à l'université. Il faut ajouter à cela que beaucoup de mes collègues enseignants ont de très lourdes charges administratives et ou de très lourdes charges de recherche qui limitent le temps qu'ils peuvent consacrer aux enseignements, aux corrections, à la préparation et à l'élaboration, par exemple, des contrôles continus. Et puis, il est tout à fait légitime que certains de mes collègues universitaires ne partagent pas certains des principes que je viens d'énoncer. L'université n'est pas un lieu de pensée unique et ne doit pas le devenir. Donc voilà, je m'adresse à nouveau à vous, étudiants qui avez fait cette démarche de proposer ma candidature au prix pédagogique que j'ai mentionné en début de cette vidéo. Merci encore pour vos efforts, pour avoir déposé un dossier très bien ficelé qui m'a permis d'être l'un des 3 lauréats pour l'année 2015 de ce prix pédagogique. Je vous souhaite bon courage pour la poursuite de vos études. J'en profite pour faire le même vœu à l'attention de tous les étudiants de France et de Navarre. Et puis, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout.